Pas grave, on y va. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai fait beaucoup de cycle 2 et cette année, je me suis retrouvée parachutée en maternelle sans avoir vraiment le choix. Donc, j'y suis allée et j'ai tout donné cette année pour ma classe. Vous entendez pas? Ils m'entendent pas? Ah, ouais. Faut que je mange le micro, pardon. Donc je disais, je me suis retrouvée parachutée donc en grande section, pas par choix, mais j'y suis allée. Et donc je voulais vous partager un petit peu mon expérience en maternelle. Donc j'ai rien inventé, hein, j'ai sorti des informations d'Eduscol, de certains bouquins que j'ai lus, etc. Je me suis un peu renseignée sur le sujet. J'ai beaucoup testé en classe cette année, etc. J'aimais beaucoup cette notion de jeu parce que en cycle 2, j'avais commencé déjà à travailler avec les jeux de société avec mes élèves. Et donc j'ai voulu m'y intéresser plus profondément cette année en maternelle. Et certains savent, je retourne en élémentaire l'année prochaine, donc je continuerai de travailler là-dessus. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai mis, pour commencer, quelques citations. L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu'il joue. Et le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. La fondatrice des écoles maternelles. Voilà. Donc on va commencer par la définition du jeu. Alors, la définition du jeu, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs chercheurs qui ont donné leur propre définition. Et donc, je voulais parler de Gilles Brugère, qui donnait une définition au second degré, c'est-à-dire que le jeu, c'était le faire semblant. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il communique, il est déjà dans le jeu. Quand il joue avec une petite voiture, il va faire du bruit. Quand il se déplace. Et en fait, il fait semblant en jouant, mais il reste quand même dans le réel. Par exemple, quand il joue à Superman, il va jouer au super-héros, mais il sait qu'il ne sait pas voler. Donc voilà, il sait qu'il ne peut pas se jeter du haut du toit et se mettre à voler comme Superman, c'est pas possible. Donc quand on fait un jeu, on est quand même dans le réel. Il a aussi cette liberté de jouer ou de ne pas jouer. Et en fait, tout ce qui est règles de jeu vont évoluer en jouant avec les autres. Et il va avoir ce choix de soit jouer tout seul, soit d'aller vers les autres. Mais aussi, ce qui est important, c'est que, en fait, pour jouer, il faut avoir la culture ludique. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est pas forcément inné, il faut qu'il apprenne à jouer. Donc, il va falloir qu'il apprenne les codes, qu'il apprenne les règles, qu'il apprenne ce que ça signifie de jouer. Et vous allez avoir donc le mouvement interne où il va jouer et apprendre en jouant. Et l'externe où il va regarder les autres jouer et c'est en regardant les autres jouer qu'il va apprendre à jouer. De toute façon, le jouet ne peut exister que par l'enfant. Sans l'enfant, pas de jeu. Donc le jeu, c'est un jeu, c'est amusant, c'est stimulant, c'est engageant. L'enfant, il joue quand il s'engage dans l'action. Donc, comme je disais, soit de lui-même, soit en allant voir les autres et en adhérant au jeu des autres. Il va décider librement de son action, de ce qu'il va faire. Et il va essayer aussi de coopérer avec les autres. Alors, le jeu, c'est très important pour l'enfant parce que ça va développer énormément de choses chez lui. Ça favorise les habiletés sociales. Donc forcément, un enfant, il va aller vers les autres, donc il va se sociabiliser avec les autres et dès le plus jeune âge. Ça va développer son langage. En faisant des jeux, on parle. Donc quand on est petit, on imite, on commence à dire des petites choses, et plus on va grandir, et plus
on va donc échanger avec les camarades et développer un langage de plus en plus expert. Ça va stimuler les fonctions cognitives et ça sollicite énormément aussi les capacités de mémorisation, que ce soit la mémoire à court terme ou à long terme. Parce que pour pouvoir jouer à un jeu, il faut retenir les règles. Et donc quand ils sont très jeunes, c'est très compliqué. Et il va falloir qu'ils atteignent à peu près l'âge de 5 ans. Donc c'est à partir de la grande section qu'on va pouvoir commencer vraiment les jeux de plateau, les jeux de société. Parce que l'enfant, avant ça, sa mémoire à court terme, elle n'est pas assez développée pour pouvoir retenir toutes les règles d'un jeu. Pardon. Et en plus, le jeu donc, suscite la créativité et l'imagination. Quand vous allez donner des Playmobil à un enfant, que vous allez lui dire d'imaginer, moi je dis peu importe, il va créer une histoire avec les Playmobil, il va donner un nom au personnage, ils vont faire une histoire et puis un autre enfant qui va se greffer et voilà, ils vont communiquer, ils vont créer, imaginer plein de choses. Donc ça a aussi des dimensions cognitives le jeu. Ça fait énormément travailler le cerveau. Donc on a la sensorimotricité, donc tout ce qui est le toucher, la vue, tous les sens, etc. Tout ce qu'on ressent, les émotions, les interactions sociales, le langage, la mémoire à long terme, les fonctions exécutives, l'inhibition, l'exécution, etc. Le métalangage et la métacognition. Alors les fonctions exécutives, donc ça je voulais vraiment en parler. Parce que c'est vraiment très important. On a tout ce qui est inhibition, mémoire de travail, flexibilité et attention. Tout ça, c'est travailler tout en même temps, dès le plus jeune âge. Et les différentes composantes, elles sont indiscernables jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir travailler bien spécifiquement sur une fonction exécutive avant l'âge du collège. On va vraiment travailler l'ensemble de ces fonctions exécutives. Alors, que nous disent les programmes de l'école maternelle à propos du jeu? Il nous dit que le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de l'école maternelle et alimente tous les domaines d'apprentissage. Dimension culturelle, sensée, sociale et affective, donc tout ce que je vous ai déjà dit avant. Donc ça confirme bien que tout ce qui est cognitif, et tout ce qui est développement de l'enfant, c'est vraiment dans les programmes et c'est vraiment préconisé depuis donc, les programmes 2015 de l'école maternelle. Alors, on a deux sortes de jeux. Donc, je vais commencer par le jeu libre ou spontané. Donc, le jeu spontané, avec les apprentissages adaptatifs, l'enfant apprend ce qu'il fait et il fait ce qu'il apprend. Il joue pour le plaisir de jouer. Donc le jeu spontané, c'est l'enfant, quand vous accueillez vos enfants le matin à l'école, vous leur mettez plein de petits jeux, que ce soit des puzzles, que ce soit des cas-plats, etc. Et il va choisir ce qu'il veut faire. Voilà. Alors vous allez aller le voir, vous allez parler avec lui, ça va travailler le langage, vous allez les laisser jouer ensemble. Ils vont faire tout d'eux-mêmes. Et là, ils vont faire ce qu'ils veulent et ils vont jouer par plaisir. Par contre, il faudra toujours que ce soit cadré, qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin et qu'ils aient des règles de comportement bien explicites. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai pu lire justement dans le document d'Eduscol, c'est qu'il nous disait qu'il n'y avait pas besoin de rangement systématique pour que l'enfant qui, par exemple, a commencé à créer quelque chose, puisse le reprendre par la suite. Donc, voilà, c'est qui tout double. Soit vous voulez que votre classe soit nickel et vous les faites ranger, quand vous êtes un peu psychorigide comme moi, soit vous laissez les choses et puis ils peuvent continuer de créer par la suite. Et ensuite, vous avez le jeu structuré ou institué par l'enseignant, qui vise des apprentissages non adaptatifs. Il est presque toujours possible de distinguer ce que l'enseignant fait faire aux élèves et ce qu'il veut leur faire apprendre. Donc là, l'enfant, il ne joue pas pour le plaisir, même si certains, on sait très bien que dès qu'ils jouent
ils le font par plaisir, mais ils jouent pour apprendre quelque chose. Il y a un objectif d'enseignement derrière. Il y a un but, il y a des règles, il y a des gagnants, il y a des perdants, sauf dans le cas du jeu coopératif où les critères seront précisés afin d'être déclarés gagnants. On a toujours cette liberté quand même d'agir de l'enfant, de sa prise de décision, de faire des essais, de construire sa propre expérience. Et on a deux sortes de séances structurées. On a la simple, où c'est un jeu initié dans lequel les apprentissages ne sont pas forcément formalisés, même si vous avez votre objectif derrière. Et après, vous avez la séance structurée avec formalisation, où le jeu il est intégré dans une séquence d'enseignement. Alors ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à partir de 5 ans. Ça peut être par exemple un jeu de société. Moi, par exemple, cette année, on a travaillé sur le trésor des lutins. Et donc, il y avait le quadrillage et le déplacement, donc tout ce qui est codage. Et donc ça, je l'ai intégré dans ma séquence de codage. Donc, au début, on a joué ensemble. Je leur ai expliqué les règles. Donc, j'ai fait tourner des ateliers. Donc, les 3 autres étaient en atelier autonome et un groupe avec mon ATSEM. Et moi, j'étais en atelier dirigé sur ce jeu où je leur ai expliqué le but, ce qu'ils allaient apprendre et les règles. Et après, une fois que j'ai vu qu'ils avaient bien compris, etc., ils ont pu le travailler ensemble et ça a permis de réinvestir tout ce qu'on avait travaillé déjà en classe. Donc, typologie des jeux, on a 4 grandes catégories. On a le jeu d'exploration. On a le jeu symbolique. Alors ça, c'est l'imitation, hein, quand ils jouent à la dinette, quand ils jouent au papa et à la maman, docteur, etc. Quand ils imitent, en fait, la vie de tous les jours, de ce qu'ils voient de tous les jours. Et on a aussi les premiers jeux de rôle qui arrivent et des jeux de mise en scène. Alors moi, cette année, j'ai mis en place les espaces à scénario dans ma classe de Mélanie, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, donc moi j'ai mis en place ça, donc j'ai fait le pressing. Alors c'était très drôle de les voir jouer au pressing. Alors ils étaient très enthousiastes. Je ne pensais pas que les garçons seraient aussi enthousiastes, mais si, ils ont fait le repassage, ils ont étendu le linge et ils se battaient même pour y aller. C'était vraiment chouette. Et ce qui a été intéressant de faire, alors moi j'ai travaillé en constellation, c'est-à-dire en formation. Vous devez connaître les super formations constellation maternelle. Et du coup, on a travaillé sur cette idée de coin-jeu et on a travaillé sur les espaces à scénario. Et du coup, on a proposé en période 5 de créer avec l'enfant l'espace à scénario. Alors moi, je suis partie de quelque chose qui était déjà quand même conçu. On est parti sur la pizzeria. Donc c'est-à-dire qu'on a tout créé nous-mêmes. On a fait la carte de vente de pizza. Ils ont écrit eux-mêmes. Donc moi j'avais des grandes sections. Hein. Donc on a fait la production d'écrits où ils ont créé leurs cartes, où on a mis les prix. Alors la part de pizza était très très chère. Hein. C'était 8 €, mais bon voilà. Ça permettait de travailler donc du coup sur la monnaie. Il y avait un objectif d'apprentissage derrière, etc. Et quand la CPC est venue faire de la co-intervention avec moi, et je lui ai dit, on va faire des pizzas, et puis ce midi, on va faire un pique-nique tous ensemble. Voilà. Donc les enfants étaient super heureux, parce que du coup, ils m'ont fait la liste de courses en production d'écrit. Donc ils m'ont fait la liste de courses de ce que je devais acheter pour faire 3 pizzas. On a fait une pizza au chorizo, une pizza au jambon, une pizza aux champignons. J'ai été faire les courses et puis après on a fait la recette ensemble, etc. Donc ça a fait travailler énormément de choses et tout ça sur un seul espace à scénario qui finalement après ils ont pu le faire en classe, l'imitation et tout, etc. La vente. On aurait pu encore aller plus loin si c'était pas la fin de l'année. On aurait pu faire beaucoup plus de choses. On aurait pu partir sur faire le serveur qui carrément écrit la commande, etc. On aurait pu faire beaucoup plus de variables didactiques que les mathématiques. Après, on a le jeu de construction. Donc là, jeu de construction, ça peut être des Lego, des Kapla, tout le matériel qui existe pour la maternelle. Et soit vous donnez des modèles à vos élèves, soit ils peuvent imaginer et créer eux-mêmes. Et enfin, les jeux à règles. Donc là, l'enfant joue avec ses pairs. Donc les jeux à règles, on commence donc en maternelle. Pour les tout petits, ça va être des mémories. Ça va être vraiment des jeux simples
pour travailler le vocabulaire, pour, par exemple, associer le petit avec sa maman, etc. Et après, plus ils vont grandir et plus ils vont pouvoir passer aux jeux de plateau. Et on dit que c'est à partir de 5 ans. Donc, vous avez un espèce de changement en moyenne section vers la période 4 où on peut commencer à travailler ces jeux de plateau avec des règles bien définies et intégrer les jeux de société. Donc, les jeux développent, c'est le développement de l'enfant. Hein, sans ces jeux-là, l'enfant, c'est un peu compliqué. Des fois, on récupère des enfants en petite section, ils n'ont jamais vu de jeu de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est. On a cette problématique toujours de beaucoup d'enfants devant les écrans dès le plus jeune âge. Et ça arrive que les enfants, ils n'ont pas les... Comment on dit ils savent pas faire, en fait. Ils n'ont pas les codes du jeu. Donc, on doit tout leur apprendre. Et il y a un gros écart entre des mêmes enfants du même âge. Et donc, grâce au partage, justement, entre élèves, ils vont pouvoir réduire cette inégalité. Et on va essayer donc de faire des groupes hétérogènes et de mettre des enfants qui savent faire avec des enfants qui savent moins faire pour pouvoir développer cette créativité. On va essayer aussi d'aménager des espaces pour leur donner envie d'y aller. On va faire un coin jeu attractif où ils vont pouvoir y aller, avoir envie d'y aller. Après, on fait avec le matériel qu'on a aussi. Hein. Ça revient à ce que disait Émilie de maîtresse au tableau. Hein. Des fois, on prend de notre poche pour agrémenter un petit peu notre classe. Malheureusement, on n'a pas toujours le matériel qu'on veut, mais voilà. Essayez quand même de trouver et aménager la classe pour donner envie à l'enfant d'aller jouer. Alors, le jeu, ça travaille énormément le langage. Hein. Tout ce qui est langage oral, c'est hyper important. Par contre, il y a des critères hyper importants, c'est-à-dire que quand on va discuter avec l'enfant, il faut éviter de trop lui poser des questions. Il faut laisser libre cours à ce qu'il nous dit, essayer de l'écouter un maximum, éviter de lui demander de répéter parce que ça peut le bloquer. Et on peut par contre lui proposer, si vraiment il est bloqué, des phrases diversifiées et des reformulations. Et aussi l'inciter à faire des constructions quand il est en difficulté. Alors, la place du numérique dans le jeu. Alors, ça, c'est un sujet un peu compliqué, je trouve, parce que moi-même, cette année, j'ai fait face à des difficultés avec des parents qui me reprochaient de faire trop de numérique en classe, alors que ça a toute sa place et que c'est dans les programmes. Mais ce qui est important, c'est que quand vous faites du numérique en classe, il faut que ça ait un lien avec le réel. Il ne faut pas que l'enfant reste bloqué dans le virtuel. C'est-à-dire que quand vous faites une séquence que vous travaillez en mathématiques, vous allez... alors, il y a toutes sortes de jeux. Moi, cette année, j'ai travaillé avec Alec Éducation. Je travaille avec la Lilo en grande section. Et quand vous travaillez, je dis bêtement, sur la suite numérique et qu'après, vous mettez vos élèves sur tablette, il faut toujours que derrière, vous refassiez quelque chose de réel pour qu'ils fassent du lien, pour pas qu'ils restent dans ce monde virtuel. C'est hyper important pour l'enfant. Parce qu'il y a trop d'enfants qui vivent dans ce monde virtuel, malheureusement. Mais il faut vraiment que l'enfant ne reste pas captif de ce monde, qu'il ne s'y réfugie pas, quoi. Et qu'il reste toujours dans la manipulation, dans la recherche, dans l'expérimentation de tout ça. Il ne faut pas que ce soit jouer pour jouer sur tablette. Il faut vraiment que ça ait du sens pour lui. Il faut lui expliquer avant. Il faut bien expliciter pourquoi on est sur tablette et qu'est-ce qu'on apprend sur tablette. Et il faut surtout réinvestir et communiquer tous ces apports que le virtuel peut avoir dans le monde réel. Alors, l'implication des familles. Alors, cette année, je voulais inviter les parents à faire des après-midi de jeux de société. Puis finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu des contraintes qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Mais j'aurais beaucoup aimé le faire tous les vendredis après-midi en période 5. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait un escape game. C'était un escape game de Pâques, hein, donc juste avant les vacances d'avril.
Et j'ai 3 mamans qui sont venues dans ma classe. Et du coup, on était 5 adultes et on s'est répartis en 5 groupes. Et ils se sont vraiment prêtés au jeu, c'était vraiment super. Et les mamans m'ont dit, mais c'est génial en fait de pouvoir venir dans la classe. En plus, bon, les enfants s'étaient mis avec leur maman. Hein. Et donc, ils étaient avec leur maman et ils avaient vraiment envie de montrer à leur maman ce qu'ils savaient faire. Ils expliquaient à leur maman ce qu'ils faisaient, etc. Donc, ils étaient vraiment très contents de recevoir leur maman dans la classe. Et du coup, c'est un partage ludique, convivial. Après, on a mangé des chocolats, du coup, parce qu'ils ont trouvé un trésor, bien sûr, dans le jardin de l'école. Et voilà, et on transfère cette expérience aussi au sein de la famille. Ça permet, donc, moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vraiment le faire l'année prochaine, inviter mes parents d'élèves en classe et que tout ce qu'on partage ensemble en jeu de société, ils puissent aussi le transférer après à la maison et le faire ensemble en famille. Alors, une ludothèque à l'école. Alors, moi, là, j'ai fait ma commande de classe, par exemple, pour mes CE1, et j'ai commandé des jeux de société. J'ai pas commandé des fichiers, j'ai pas commandé des manuels, j'ai commandé des jeux de société parce que j'ai vraiment envie de partir là-dessus. L'année prochaine, je veux vraiment travailler par le jeu, et donc j'ai commandé des jeux de société. Par contre, quand on travaille avec des jeux de société, il faut analyser ces jeux. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre n'importe lesquels. Il faut qu'on réfléchisse où est-ce qu'on va le mettre et dans quelle séquence. Donc, si vous avez des grandes sections, vous pouvez prendre plein de jeux de société hyper intéressants. Mais voilà, il faut savoir comment on va les utiliser. On ne va pas dire je fais une après-midi jeu de société histoire de faire une après-midi jeu de société. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif derrière. Et donc là, par exemple, sur Canopé. Vous avez, sur le site Canopé, vous avez Apprendre par le jeu. Je vous montre juste après ça. Et vous avez tout. Vous avez des kits pédagogiques avec des progressions. Et là, donc, il y avait sur le jeu coopératif. Et c'est vraiment très bien expliqué. Et vous avez des listes de jeux que vous pouvez utiliser. Et vous avez toutes les compétences. Donc là, par exemple, c'était pour travailler sur le memory. Donc vous avez une progression par âge. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, il ne peut pas jouer au trésor des dragons tant qu'il ne sait pas jouer au memory avant. S'il n'a pas compris les règles du memory, il ne peut pas faire un jeu là-dessus. Il faut qu'il travaille plein de choses. Alors après, il y a la création de jeux aussi. Donc il y a beaucoup de blogueurs qui créent des jeux. Moi-même, j'ai commencé cette année à créer des jeux avec la compétence que j'avais choisie. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Choisir, faire un plateau de jeu avec des règles et puis créer vos propres cartes, vos pions. Et puis, zou, on y va, on se lance. Par contre, voilà, il faut que vous ayez les bonnes compétences, que vous ayez vos règles, votre organisation, la conception narrative. Il faut vraiment que ça ait du sens pour l'élève. Donc oui, alors faire un jeu, ça peut prendre du temps, hein, mais ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant parce qu'on peut le faire sur des choses que les enfants aiment, un sujet qu'ils aiment, ça peut être Mario, ça peut être... voilà, ça peut... on peut passer par exemple par les jeux vidéo, parce qu'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, hein, et on peut prendre un personnage qu'ils aiment énormément des jeux vidéo et en créer un jeu de société, et leur donner envie d'y jouer du coup, et en plus ils vont apprendre. Alors, Canopé. Donc, sur Canopé, vous avez Apprendre par le jeu, qui propose une série de kits pédagogiques sous forme de dossiers à consulter ou à télécharger sous le même format. Donc, vous avez la possibilité de découvrir des jeux, vous avez tous les objectifs pédagogiques, vous avez comment utiliser ces jeux en classe, vous avez une sélection sur la thématique choisie, et vous avez une bibliographie et des ressources complémentaires pour pouvoir vous documenter et vous lancer en classe. Voilà. Et donc, je prends l'exemple des jeux coopératifs parce que je trouve que les jeux coopératifs, c'est les plus intéressants et ceux qui ont le plus d'intérêt pédagogique pour moi. C'est-à-dire qu'ils vont travailler tous ensemble. Et on va faire... on va travailler le vivre ensemble dès le début. Et moi, j'aime bien commencer par ce genre de jeu en début d'année pour que les enfants apprennent à se connaître. Et donc... ça va leur donner, ça va les motiver, ça va commencer à les rendre autonomes.
ils vont avoir du plaisir, ils vont échanger entre eux et ils vont apprendre comme ça à se connaître. Et on va aussi, grâce aux jeux de coopération, pouvoir réinvestir des connaissances, etc., etc. Ce qui est important, par contre, c'est toujours de dédramatiser l'erreur, toujours les encourager. C'est pas parce qu'ils ont perdu qu'ils ne savent pas faire. Parce que on ne peut pas toujours gagner, hein. Il y a toujours un gagnant, toujours un perdant. Alors pour aller plus loin, donc du coup j'ai un peu élargi au cycle 2, au cycle 3. Vous avez Monsieur Mathieu, j'espère qu'il n'est pas là, qui a écrit des super livres au cycle 2 et au cycle 3 et qui a il a 551 jeux dans sa classe. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux. Il a fait 2 bouquins et là, il vous a fait des progressions. Donc là, j'ai mis CE1. Hein. Et donc, il vous met tous les jeux que vous pouvez faire en début de niveau, milieu de niveau, fin de niveau, en maths et en français. Il y a des jeux individuels, il y a des jeux de binôme, des jeux de plateau, des jeux numériques, des jeux traditionnels et des jeux coopératifs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Bon appétit.